Imaginez un après-midi d'automne parisien où les feuilles dorées tapissent les trottoirs et où l'air frais porte l'odeur des marrons grillés. Un moment ordinaire en apparence qui va se transformer en une rencontre bouleversante entre une superstar mondiale et un jeune garçon d'un quartier modeste. Quand Stromae, l'icône de la chanson française, perd son portefeuille dans les rues animées de Belleville, il est loin de se douter que la décision sincère de Lucas, un garçon de 12 ans issu d'une famille en difficulté, de le lui rendre, va changer leur vie à jamais. Cette histoire, empreinte de cœur et d'humanité, va vous émouvoir jusqu'aux larmes. Bienvenue dans Histoires de cœur, votre rendez-vous pour les récits les plus inspirants et poignants du monde entier. Si l'histoire de Lucas vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. C'était un mardi d'octobre, un de ces jours où Paris semble vibrer d'une énergie douce et mélancolique. Stromae, de son vrai nom Paul Van Hiver, avait décidé de s'offrir une pause loin de son emploi du temps chargé. Après des mois de concerts à travers l'Europe, d'interviews interminables et de séances en studio, il ressentait le besoin de retrouver une certaine normalité. Il aimait ces moments où il pouvait redevenir Paul, l'homme derrière la star, et se perdre dans les rues de sa ville. Ce jour-là, il avait enfilé un jean délavé, un sweat gris à capuche et son éternel bonnet noir, celui qu'il portait souvent pour passer inaperçu. Ses lunettes rondes glissées dans sa poche, il flânait dans le quartier de Belleville, un melting pot vibrant où se mêlaient les odeurs d'épices des épiceries maghrébines, les éclats de rire des enfants jouant sur les places et les conversations animées des passants. Stromae adorait Belleville pour son authenticité. Ici, il pouvait s'asseoir à la terrasse d'un café, commander un expresso et observer la vie quotidienne sans être immédiatement reconnu. Ce jour-là, il s'était arrêté dans une petite boulangerie pour acheter une baguette et un pain au chocolat, échangeant quelques mots avec la boulangère, une femme d'une 50aine d'années, aux joues roses et au sourire généreux. En sortant, il traversa le parc de Belleville, s'asseyant un instant sur un banc pour regarder des adolescents jouer au foot. Il souriait en pensant à sa propre enfance à Etterbeek, à Bruxelles, où il courait dans les rues avec ses amis, un ballon usé sous le bras. Mais ce que Stromae ignorait, c'est qu'en se levant de ce banc, son portefeuille, un objet en cuir noir usé qu'il portait depuis des années, glissa de la poche arrière de son jean et tomba sur le sol, à moitié caché par une pile de feuilles d'or mortes. Ce n'était pas un simple portefeuille. À l'intérieur, il y avait bien sûr de l'argent liquide, environ 300 €, et des cartes bancaires, mais aussi des trésors bien plus précieux. Une photo de sa mère, prise lors d'un voyage au Rwanda, où elle souriait sous un arbre immense. Une note manuscrite de son père, un des rares souvenirs qu'il avait de lui, et un ticket de concert froissé, celui de son tout premier spectacle à Bruxelles, quand il n'était encore qu'un jeune artiste inconnu. Ces objets étaient irremplaçables, des fragments de son histoire qui le reliaient à ses racines et à ses souvenirs les plus intimes. Stromae ne remarqua la perte qu'une heure plus tard, lorsqu'il entra dans une petite librairie de la rue des Pyrénées pour acheter un recueil de poésie. En fouillant ses poches pour payer, il sentit une vague de panique monter en lui. Il vérifia chaque poche, retourna son sac et refit mentalement le trajet de sa journée. Rien. Le portefeuille avait disparu. L'argent, il pouvait s'en passer, mais l'idée de perdre ses souvenirs lui serra le cœur. Il soupira, frustré, et murmura pour lui-même. Si quelqu'un le trouve, j'espère qu'il aura la décence de le rendre. Il sortit son téléphone et envoya un message à son manager, Claire, pour l'informer, tout en espérant un miracle. À quelques kilomètres de là, dans le quartier populaire de la Courneuve, en banlieue parisienne, Lucas, un garçon de 12 ans, rentrait de l'école. Les immeubles gris de la cité des 4000 se dressaient autour de lui, leurs façades marquées par le temps et les intempéries. Lucas marchait d'un pas rapide, son vieux sac à dos usé rebondissant sur ses épaules. Il portait un blouson trop grand pour lui, un cadeau de son cousin et une écharpe tricotée par sa grand-mère, qu'il enroulait toujours autour de son cou quand l'automne devenait frisquet. Lucas vivait avec sa mère, Sophie, et sa petite sœur, Amélie, âgée de 6 ans, dans un petit appartement au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Leur vie n'était pas facile. Sophie, une femme de 35 ans au regard fatigué mais déterminé, travaillait comme aide-soignante le jour et employée de ménage le soir. Malgré ses 2 emplois, l'argent manquait souvent.
Le loyer, les factures, les courses, tout semblait s'accumuler plus vite que ses maigres revenus. Depuis que le père de Lucas et Amélie les avaient abandonnés 5 ans plus tôt, laissant Sophie seule avec 2 enfants, la famille luttait pour garder la tête hors de l'eau. Lucas se souvenait vaguement de son père, un homme aux éclats de rire bruyants, mais aux promesses rarement tenues. Quand il était parti, il n'avait laissé qu'une lettre griffonnée, disant qu'il avait besoin de liberté. Depuis, Sophie avait tout pris sur ses épaules, refusant de baisser les bras pour ses enfants. Ce jour-là, en traversant une rue près de l'école, Lucas aperçut un objet noir sur le trottoir, à moitié enfoui sous des feuilles. Curieux, il s'arrêta et ramassa ce qui s'avéra être un portefeuille en cuir. Son cœur battit plus fort. Il regarda autour de lui, mais personne ne semblait prêter attention. Il ouvrit le portefeuille et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, il y avait une liasse de billets, bien plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Il y avait aussi des cartes bancaires, une carte vitale et quelques objets personnels. Lucas sentit une bouffée d'excitation. Avec cet argent, sa mère pourrait payer le loyer en retard, acheter des vêtements neufs pour Amélie, qui grandissait trop vite pour ses vieilles baskets, ou même réparer le radiateur de l'appartement qui claquait bruyamment sans chauffer. Mais alors qu'il tenait les billets dans ses mains, une petite voix intérieure, celle de sa mère, résonna dans sa tête. « Lucas, on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. L'honnêteté, c'est ce qui fait de nous des gens bien. » Il soupira, partagé entre la tentation et ses valeurs. En continuant à fouiller le portefeuille, il tomba sur une photo d'un homme souriant, vêtu d'un costume élégant. Quelque chose en lui semblait familier. Sous la photo, il trouva une carte d'identité au nom de Paul Van Haver. Le nom ne lui disait rien au début, mais un autre détail attira son attention. Un badge avec le mot Stromae écrit en lettres stylisées. Lucas fronça les sourcils. Stromae? Il avait entendu ce nom. C'était le chanteur des chansons que son cousin Malik lui faisait écouter, comme Formidable ou Tous les mêmes. Il adorait ces morceaux sais, même s'il ne connaissait pas grand-chose de la vie de l'artiste. Lucas glissa le portefeuille dans son sac et rentra chez lui, déterminé à en savoir plus. En poussant la porte de l'appartement, il trouva Sophie en train de préparer un dîner simple. Des pâtes avec une sauce tomate en boîte. Amélie, assise à la table bancale, coloriait un dessin avec des crayons usés. « Maman, tu sais qui est Stromae? » demanda Lucas en posant son sac. Sophie leva les yeux, surprise. « Stromae? Bien sûr, c'est un chanteur célèbre. Tu l'as entendu à la radio, non? Pourquoi tu me parles de lui? » Lucas sortit le portefeuille et le posa sur la table. « J'ai trouvé ça dans la rue. Je crois que c'est à lui. » Sophie écarquilla les yeux en voyant l'argent et les cartes. « Lucas, tu es sérieux? Tu as trouvé ça par terre? » Elle ouvrit le portefeuille, examinant son contenu. Quand elle vit la carte d'identité et le badge, elle hocha la tête. « Mon Dieu, c'est vraiment à lui. Stromae, rien que ça. »« Il est riche, non? » demanda Lucas, un peu hésitant. « Avec tout cet argent, il ne va pas s'en rendre compte si... » Sophie posa une main ferme sur son épaule. « Lucas, écoute-moi. Peu importe à qui appartient cet argent, ce n'est pas à nous. Et d'après ce que je sais de Stromae, c'est quelqu'un de bien. Il mérite qu'on lui rende ce qui est à lui. » Lucas baissa les yeux, un peu honteux d'avoir envisagé autre chose. « T'as raison, maman. Je veux le rendre. Mais comment on fait? » Sophie sourit, fière de son fils. « On va trouver un moyen. Allons voir Madame Diallo. Elle a un téléphone avec Internet. On cherchera un contact. » Madame Diallo, leur voisine du 3e étage, était une femme chaleureuse originaire du Sénégal, toujours prête à aider. Elle prêta son smartphone, et Sophie et Lucas passèrent 1 heure à chercher un moyen de contacter Stromae. Ils finirent par trouver un numéro associé à son équipe de management sur un site officiel. Lucas, un peu intimidé, enregistra un message vocal. « Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans et j'ai fait trouver un portefeuille qui appartient à Paul Van Haver. Je crois que c'est Stromae. Je veux le rendre. Vous pouvez me rappeler? » Il laissa le numéro de Madame Diallo, espérant une réponse. Le message de Lucas parvint rapidement à Claire, la manager de Stromae, une femme énergique et organisée qui gérait son emploi du temps avec une précision militaire.
En écoutant le message, elle sourit, touchée par la voix tremblante mais sincère du garçon. Elle transféra immédiatement l'information à Stromae, qui était en réunion avec son équipe créative à Montreuil, en train de planifier un nouveau clip vidéo. Stromae s'interrompit en plein milieu d'une phrase. Attendez quoi? Un gamin a trouvé mon portefeuille et veut le rendre? Il écouta le message lui-même et un sourire se dessina sur son visage. Ce garçon, Lucas, il aurait pu garder l'argent, mais il a choisi de faire ce qui est juste. Je veux le rencontrer. Claire haussa un sourcil. Tu es sûr, Paul? On peut t'envoyer quelqu'un récupérer le portefeuille. Tu as un emploi du temps chargé. Non, non, insista Stromae. Ce gamin mérite qu'on prenne le temps. Arrange un rendez-vous, quelque part près de chez lui. Pas de chichi, pas de sécurité. Juste moi. Le lendemain, Stromae se rendit dans un petit parc de La Courneuve, un espace vert entouré de barres d'immeubles où des enfants jouaient sur des balançoires rouillés et où des mamans discutaient sur des bancs. Il arriva seul, vêtu d'un manteau long et de son bonnet, ses lunettes rondes perchées sur son nez. Lucas l'attendait près d'un kiosque, le portefeuille serré dans ses mains. Sophie était à ses côtés, un peu nerveuse, tenant la main d'Amélie, qui mâchonnait une sucette. Quand Stromae s'approcha, Lucas sentit son cœur s'accélérer. C'était vraiment lui, l'homme des clips qu'il voyait à la télé, avec ce charisme naturel et ce sourire chaleureux. « Salut, Lucas !» dit Stromae en tendant la main. « C'est toi, le héros du jour? » Lucas, intimidé, lui tendit le portefeuille. Oui, monsieur. Le voici. Je n'ai rien pris, je le jure. » Stromae prit le portefeuille et l'ouvrit rapidement. Tout était là. L'argent, les cartes, la photo de sa mère, la note de son père, le ticket de concert. Il releva les yeux vers Lucas et son regard s'adoucit. « Lucas, merci. Vraiment, tu ne sais pas à quel point ces choses sont importantes pour moi. Ce n'est pas juste une question d'argent. Ces souvenirs, ils valent tout l'or du monde. » Lucas baissa les yeux, gêné. « Ma mère m'a toujours dit qu'il faut faire ce qui est juste, même quand c'est dur. » Stromae s'agenouilla pour être à la hauteur de Lucas. « Ta mère a raison. Et crois-moi, faire ce qui est juste, surtout quand personne ne te regarde, c'est une sacrée preuve de caractère. » Il se tourna vers Sophie, qui observait la scène avec un mélange de fierté et d'émotion. « Madame, vous avez un fils incroyable. » Sophie rougit. « Merci, Monsieur Van Haver. On fait de notre mieux, vous savez. La vie n'est pas toujours facile, mais on essaie d'inculquer de bonnes valeurs à nos enfants. » Stromae hocha la tête, comprenant la fatigue dans la voix de Sophie. « Je vois ça. Lucas, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à rendre ce portefeuille? Tu aurais pu garder l'argent. Ça aurait pu aider ta famille, non? » Lucas hésita, triturant l'ourlet de son blouson. « J'y ai pensé, c'est vrai. Avec cet argent, on aurait pu acheter plein de choses. Mais, je sais pas, j'avais cette boule dans l'estomac. Je me disais que ce n'était pas à moi. Et puis, j'ai vu votre photo et j'ai reconnu votre nom. Je me suis dit que vous deviez tenir à ces affaires. » Stromae sentit une vague d'émotion le submerger. « Tu es un sacré bonhomme, Lucas. Peu de gens auraient bien fait ça, surtout à ton âge. » Il marqua une pause, puis ajouta « Parle-moi un peu de toi. Comment ça va à la maison? » Lucas jeta un coup d'œil à sa mère, comme pour demander la permission. Sophie hocha la tête et il se lança. « Ben, c'est pas toujours facile. Ma mère travaille tout le temps et on n'a pas beaucoup d'argent. Mon père est parti quand Amélie était bébé et depuis, c'est juste nous trois. Parfois, j'aimerais aider plus, mais je suis juste un gamin. » Sophie posa une main sur l'épaule de Lucas. « Tu aides déjà beaucoup, mon chéri. Tu es un grand frère formidable pour Amélie et tu me rends fière tous les jours. » Stromae regarda la petite Amélie qui les observait avec de grands yeux curieux. « Et toi, Amélie, qu'est-ce que tu aimes faire? » demanda-t-il en souriant. Amélie, un peu timide, murmura « J'aime dessiner et écouter de la musique. » « De la musique? » Stromae haussa un sourcil, amusé. « Et tu écoutes quoi? »« Des chansons de vous, » admit Amélie, rougissant. « J'aime... Alors on danse. » Stromae éclata de rire.
Ça, c'est une bonne réponse. Tu sais quoi, Amélie? La prochaine fois que je fais un concert à Paris, je vous invite tous les trois. Les yeux d'Amélie s'illuminèrent et Lucas sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Stromae se releva, regardant Sophie. Madame, je ne sais pas ce que vous vivez au quotidien, mais je vois que vous élevez des enfants extraordinaires. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le moi. Sophie, émue, secoua la tête. Vous êtes déjà tellement gentil de prendre le temps de venir. On ne s'attendait pas à ça. Stromae posa une main sur l'épaule de Lucas. Ce n'est pas moi qui suis gentil. C'est Lucas qui a rendu tout ça possible. Mais je suis sérieux. Je veux aider. Laissez-moi y réfléchir, d'accord? Fidèle à sa parole, Stromae ne se contenta pas de belles paroles. De retour à son bureau à Montreuil, il réunit son équipe. Claire, Mathieu, son chargé de communication, et Élodie, son assistante, pour discuter de la situation de Lucas et sa famille. Ce gamin, il m'a touché droit au cœur, expliqua-t-il. Il a fait quelque chose de rare, et je veux m'assurer que sa famille ait un peu de répit. Claire, toujours pragmatique, suggéra « On pourrait commencer par leur envoyer de l'aide immédiate, des courses, des vêtements, peut-être payer leur loyer pour quelques mois. Ensuite, on pourrait voir pour un soutien à long terme, comme un meilleur emploi pour la mère. » Stromae hocha la tête. « Oui, commençons par ça, mais je veux aussi faire quelque chose pour Lucas et sa sœur. Ils méritent des quêtes, méritent de rêver grand. » En quelques jours, Stromae utilisa ses contacts pour organiser un entretien pour Sophie dans une clinique privée à Saint-Denis qui cherchait une aide-soignante qualifiée. Le poste offrait un salaire décent, des horaires plus stables et des avantages sociaux, bien loin des contrats précaires qu'elle enchaînait. Il s'assura également que la famille reçoive un colis rempli de provisions, des pâtes, du riz, des conserves, des fruits de frais et même des friandises pour Amélie. Une boutique locale livra des vêtements neufs pour les trois, un blouson chaud pour Lucas, des robes colorées pour Amélie et une veste élégante pour Sophie. Enfin, Stromae fit transférer une somme d'argent pour couvrir le loyer et les factures de la famille pendant 6 mois. Mais il ne s'arrêta pas là. 3 semaines plus tard, il invita Lucas, Sophie et Amélie à visiter le plateau de tournage de son nouveau clip vidéo, tourné dans une ancienne usine reconvertie à Pantin. Pour la famille, c'était une expérience hors du commun. Ils n'avaient jamais vu un tel spectacle. Des caméras géantes, des éclairages éblouissants, des danseurs répétant des chorégraphies complexes et Stromae au centre, dirigé par un réalisateur à l'énergie débordante. Il les accueillit avec un grand sourire, leur présentant l'équipe comme s'ils étaient des invités d'honneur. « Voici Lucas, le garçon le plus honnête de Paris », plaisanta-t-il, provoquant des rires et des applaudissements. Amélie, fascinée, suivait Stromae partout, posant des questions sur les caméras et les costumes. Lucas, plus réservé, observait tout avec des yeux émerveillés, impressionné par l'énergie du plateau. Sophie, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de sourire, touchée par la générosité de Stromae. Pendant une pause, il s'assit avec eux dans un coin du plateau, partageant des sandwichs préparés par l'équipe de catering. « Lucas, je t'ai observé, » dit Stromae en mordant dans son sandwich. « Tu es un garçon qui réfléchit beaucoup, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Lucas haussa les épaules, un peu gêné. « Je sais pas trop. Peut-être travailler dans la musique, comme vous, ou peut-être devenir prof pour aider les enfants comme moi. » Stromae hocha la tête, impressionné. « Les deux, c'est possible, tu sais. La musique, ça peut être une passion, et enseigner, une vocation. Quoi que tu choisisses, je suis sûre que tu seras génial. » Il se tourna vers Sophie. « J'ai une surprise pour vous. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre officielle de la clinique de Saint-Denis confirmant son embauche à partir du mois suivant, avec un salaire presque 2 fois supérieur à ce qu'elle gagnait auparavant. Il y avait aussi une note manuscrite de Stromae. « Sophie, merci d'élever des enfants aussi extraordinaires. Votre force est une inspiration. Continuez à briller. » Paul. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Monsieur Van Haver, je ne sais pas quoi dire. Vous avez déjà fait tellement pour nous. » Stromae secoua la tête. « C'est Lucas qui a tout déclenché. Son honnêteté, c'est comme une étincelle. Et vous, vous êtes une mère incroyable. Vous méritez tous un peu de lumière dans votre vie. L'histoire aurait pu s'arrêter là,
Une belle anecdote entre une star et un garçon au grand cœur. Mais le geste de Luca allait avoir des répercussions bien au-delà de sa famille. Tout commença avec Madame Diallo, la voisine qui avait prêté son téléphone. Ce jour-là, elle était au parc quand Lucas rendit le portefeuille à Stromae. Intriguée, elle avait filmé la scène avec son smartphone, capturant l'échange émouvant entre le garçon et la star. Touchée par l'honnêteté de Lucas, elle partagea la vidéo sur Instagram avec une légende. Un jeune héros de la Courneuve rend son portefeuille à Stromae. C'est ça, les vraies valeurs. Elle tagua une chaîne de télévision locale, espérant que l'histoire inspire d'autres. La vidéo devint virale en quelques heures. Les internautes, émus par le geste de Lucas, partagèrent la vidéo sur X, Instagram et TikTok avec le hashtag « la bonté compte ». Les commentaires affluaient. « Ce gamin est une leçon pour nous tous », écrivait une utilisatrice. « Bravo à sa mère pour lui avoir appris l'honnêteté », ajoutait un autre. Certains partageaient leurs propres histoires de bonté, créant une vague de récits positifs sur les réseaux sociaux. Une chaîne d'information locale, France 3 Île-de-France, repéra la vidéo et décida d'en faire un sujet. Une journaliste, Camille, contacta Sophie et Lucas pour une interview. Elle rencontra aussi Stromae, qui était à Paris pour une séance photo. Le reportage, diffusé au journal de 19 heures, montrait des images de Lucas rendant le portefeuille, suivi d'une interview où il expliquait, avec sa simplicité désarmante, « Je voulais juste faire ce qui est juste. Ma mère m'a toujours dit que l'honnêteté, c'est ce qui compte. » Sophie, émue, parla de leurs difficultés tandis que Stromae louait l'intégrité de Lucas. « Ce garçon m'a rappelé que la bonté existe encore. Il est une inspiration pour nous tous. » Le titre du reportage, « Un jeune héros de la Courneuve rend son portefeuille à Stromae », toucha le cœur des téléspectateurs. Sur X, le hashtag « la bonté compte » devint tendance nationale, avec des milliers de publications. Des influenceurs, des artistes et même des politiques partagèrent l'histoire, saluant le courage et l'honnêteté de Lucas. Stromae tweeta lui-même. « Lucas, 12 ans, m'a rendu bien plus qu'un portefeuille. Il m'a rappelé ce qui compte vraiment, l'intégrité et la bonté. Fier de toi, petit. Passe cher, la bonté compte. » Le tweet fut liké plus de 2 millions de fois et retweeté par des personnalités comme Angèle Orelsen et même le maire de Paris. Mais comme souvent sur les réseaux sociaux, des voix discordantes émergèrent. Certains critiquèrent l'attention médiatique, estimant que l'histoire était banale. « Des gens font des bonnes actions tous les jours sans caméra », écrivit un utilisateur. D'autres accusaient les médias de sensationnalisme. Pourquoi parler d'un portefeuille perdu quand il y a des crises plus graves? Ces critiques, cependant, furent vite noyées sous la vague de positivité. L'histoire de Lucas devenait un symbole, une lueur d'espoir dans un monde souvent cynique. L'impact de l'histoire de Lucas dépassa rapidement les réseaux sociaux. Des écoles à travers la France commencèrent à intégrer son geste dans leurs cours d'éducation civique. À l'école primaire Victor Hugo de la Courneuve, l'institutrice de Lucas, Madame Lefebvre, utilisa l'histoire comme point de départ pour une discussion sur l'honnêteté et la responsabilité. Les élèves écrivirent des rédactions sur ce que signifiait « faire ce qui est juste », et plusieurs d'entre eux citèrent Lucas comme un modèle. Des associations locales, comme Jeunesse solidaire, contactèrent Sophie pour proposer à Lucas de devenir ambassadeur de leur programme de sensibilisation à l'éthique et au service communautaire. Une université parisienne offrit une bourse d'études à Lucas pour quand il serait en âge d'entrer à la fac, et une école d'art de Saint-Denis proposa à Amélie des cours de dessin gratuits, après avoir appris son amour pour l'art. Stromae, inspiré par l'élan collectif, décida d'aller plus loin. Lors d'une conférence de presse à Paris, il annonça la création de la Fondation Lumière, une organisation visant à soutenir les familles à faible revenu et à promouvoir l'éducation artistique pour les jeunes. « Cette fondation, c'est pour des enfants comme Lucas et Amélie », déclara-t-il. « Ils ont des rêves, du talent et du cœur. On doit leur donner les moyens de briller. » Pour Lucas et sa famille, l'histoire marqua un tournant. Sophie commença son nouvel emploi à la clinique de Saint-Denis, où elle fut accueillie par une équipe chaleureuse. Avec un salaire stable, elle put réduire ses heures de ménage et passer plus de temps avec ses enfants. La famille déménagea dans un appartement plus spacieux à Aubervilliers, avec une petite chambre pour Amélie, décorée de ses dessins. Lucas, libéré d'une partie du poids des soucis financiers,
retrouva une insouciance qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il s'inscrivit à un club de musique à l'école, où il commença à apprendre la guitare, rêvant un jour de composer ses propres chansons. Des mois plus tard, Stromae raconta l'histoire de Lucas dans une interview avec France Inter. Assis dans un studio baigné de lumière, il parla avec émotion. Ce n'était pas juste un portefeuille, R.C. C'était une leçon. Lucas m'a rappelé que la bonté, l'intégrité, ce sont des choses qui ne s'achètent non pas. À 12 ans, il a fait un choix que beaucoup d'adultes auraient sans éviter. Ça m'a changé, et je sais que ça a changé d'autres personnes aussi. L'effet d'entraînement du geste de Lucas se fit sentir partout. À La Courneuve, des habitants lancèrent une initiative appelée « Les petits gestes », encourageant les jeunes à accomplir des actes de bonté dans leur quartier. Aider un voisin, nettoyer un parc, partager un repas. À Paris, des artistes de rue peignirent une fresque en l'honneur de Lucas, représentant un garçon tenant un portefeuille avec les mots « La bonté compte » inscrits en lettres colorées. Dans les écoles, les enseignants continuaient d'utiliser son histoire pour inspirer des discussions sur l'éthique, la solidarité et le pouvoir des petites actions. Pour Lucas, la vie avait changé, mais il restait le même garçon humble et attentionné. Un soir, alors qu'il aidait Amélie à colorier un dessin, il dit à sa mère « Tu sais, maman, je suis content d'avoir rendu le portefeuille. Pas juste parce que Stromae nous a aidés, mais parce que je me sens bien, comme si j'avais fait quelque chose de vraiment important. » Sophie, les yeux brillants, le serra dans ses bras. « Tu as fait quelque chose d'énorme, tête-à-tête, mon chéri. Tu as montré au monde qu'un seul geste peut tout changer. » Et elle avait raison. L'histoire de Lucas devint une légende, une preuve vivante qu'un acte d'honnêteté, aussi simple soit-il, peut allumer une flamme d'espoir, inspirer des communautés entières et rappeler à chacun que la bonté est la plus grande des richesses. Que pensez-vous du geste de Lucas? Comment un petit acte de bonté peut-il transformer une société? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui réchauffent le cœur.